Salut, salut tout le monde, on entend bien, fantastique. On va attendre comme 1 minute, là, je sais que c'est long au début des webinaires quand le monde attend comme 15 minutes pour que tout le monde se connecte. On va attendre 45 secondes là, pour laisser les gens se connecter. En attendant, si vous voulez bien, vous pouvez me dire, est-ce que vous avez déjà fait de la pub Facebook? Puis si oui, euh, est-ce que ça fonctionne bien ou non? OK, je vois qu'il y a beaucoup de monde dans le chat, c'est super cool. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le webinaire. C'est une super bonne nouvelle. Je suis vraiment content. Je sais qu'on partage aujourd'hui des trucs assez intéressants, là. On partage vraiment la structure des comptes qu'on utilise, le ciblage, tout ça. Donc, je suis vraiment content de vous présenter ça aujourd'hui. All right, on entend bien, on entend bien. Fantastique. OK. Il y a des gens qui disent oui, je fais de la pub Facebook. Bon, les coûts augmentent chez plusieurs clients. Notre organisme a déjà fait de la pub, mais des succès plus ou moins. Oui, j'ai déjà fait de la pub, mais pour mon entreprise sans trop de succès, ça n'a pas été pour mes tunnels de vente. OK. Euh, c'est sûr qu'évidemment, il y a plein de variables qui font en sorte que des pubs Facebook fonctionnent bien, fonctionnent pas bien. Une de ces variables-là, euh, c'est le ciblage, on s'entend, c'est comment est-ce que je cible les personnes, comment est-ce que je configure les campagnes. Puis, c'est un élément qui est assez important parce qu'au final, aujourd'hui, je dirais que c'est l'élément numéro 1 vers lequel les gens se tournent quand des campagnes ne fonctionnent pas. Nous, il y a plein de clients qui viennent vers nous ou des annonceurs qui disent ma pub n'a pas fonctionné, je pense que c'est parce que je n'arrive pas à atteindre ma clientèle cible. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le ciblage, ça se fait beaucoup plus simplement qu'avant. Vous allez voir que les structures qu'on vous présente, ça remplit comme 80% de la job. C'est assez facile à mettre en place. Ben, facile dépendamment évidemment de, de votre expérience avec la publicité. C'est sûr que vous allez mieux comprendre si vous en avez déjà fait. Ça se peut qu'il y ait des choses sur lesquelles on va passer que ce soit un peu plus complexe si vous n'avez jamais fait de publicité Facebook. Si jamais il y a des éléments que vous ne comprenez pas, on a beaucoup d'articles de blog aussi sur le sujet. Là, le sujet du webinaire est un peu... il n'est pas extrêmement avancé, mais il n'est pas non plus pour les débutants qui partent de zéro, là, je tiens à le mentionner. Mais je vais essayer d'expliquer le maximum de concepts. Donc, on va démarrer. Là, c'est très cool. Je vois vos commentaires. Euh, génial. Je serais curieux de savoir combien qu'on est. Est-ce que je peux savoir ça? Bon, trop compliqué, tant pis. All right. Je vais partager mon écran. On va démarrer. À noter que je vais m'arrêter à chaque grand morceau du webinaire pour voir si vous avez des questions. Le webinaire devrait être environ 45 minutes, 1 heure, peut-être 1h15 là, avec les questions. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, mais préférablement quand ça va être le temps, là, pour éviter que ça se perde et que je ne la retrouve pas. Mais si jamais, si jamais je ne la trouve pas, n'hésitez pas à la reposer selon le temps qu'on a. Je vais essayer de répondre au plus de questions possible. Donc, je vais mettre les slides. Dites-moi juste, confirmez-moi rapido que ça fonctionne, que vous voyez bien la slide. Et si oui, je vais commencer. Cool. Parfait, parfait. OK, donc, comme vous le savez, vous êtes inscrit à ce webinaire-là, vous savez c'est quoi le titre. Là. Je vais vous présenter la structure exacte qu'on utilise avec nos clients, comment l'utiliser dans votre business à vous. Donc, on va y aller par plusieurs étapes. Premièrement, on va voir ensemble les 3 grandes erreurs qu'on voit chez beaucoup de comptes qui font en sorte que les résultats sont en train de mourir, là, que les résultats ne sont pas bons. On va voir les 3 grandes erreurs. Ensuite, je vais vous présenter les 10 règles qui font le ciblage, qui font la structure des campagnes. Peu importe votre industrie, peu importe votre clientèle, évidemment, il y a des choses là-dedans qui vont changer selon à qui vous vous adressez, selon votre modèle d'affaires, tout ça. Mais ces 10 règles-là s'appliquent tout le temps. Donc, je vous présente les 10 règles qu'on applique partout. Et finalement, je vous montre concrètement les structures de campagne, quel ciblage, quelles exclusions, quelles audiences qu'on cible, tout ça pour un e-commerce, pour une entreprise qui veut faire de la génération de leads et pour une entreprise qui a un funnel, que ce soit pour vendre des formations en ligne, que ce soit pour vendre des services, tout ça. Je vous montre ça. Donc, on va
Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Charles Davignon. J'ai créé Antilope il y a maintenant 3 ans. Euh, Antilope, c'est une agence de publicité Facebook, publicité Google, marketing par courriel. On travaille principalement avec des e-commerce, avec des infopreneurs, avec des entreprises de services. Et dans les dernières années, là, on a géré plusieurs millions de budget de pub Facebook, de pub Google aussi. Et donc, ben, ce qu'on vous sort là, c'est vraiment des trucs qu'on a mis en place, qu'on a appris, qu'on a testé. On ne sort pas ça n'importe où, c'est des meilleures pratiques qui s'appliquent tout le temps. Voilà. Euh, et oui, je suis là sur l'image. On va commencer avec les 3 erreurs de ciblage qui font fondre tes résultats. Les 3 grosses erreurs qu'on voit tout le temps, je vais prendre le petit pointeur. Les 3 erreurs qu'on voit tout le temps, c'est premièrement qu'un annonceur se croit plus intelligent que l'algorithme, d'essayer de battre l'algorithme en faisant du ciblage trop précis. Donc, je vais vous les expliquer, les 3 erreurs tout de suite après. La deuxième erreur, c'est de cibler les mêmes personnes dans plusieurs ensembles de publicités. C'est ce qu'on appelle du chevauchement ou de l'overlap. Et la troisième erreur, c'est de ne pas exploiter la puissance du ciblage lookalike. Il y a plein d'entreprises qui passent à côté. On va voir qu'est-ce que c'est puis comment le faire. Donc, commençons avec ça. Premièrement, se croire plus bright que l'algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que quand on crée ces campagnes Facebook, Facebook nous propose plein de choix de personnalisation, plein de critères pour être super précis dans notre ciblage. Puis, ça donne le goût d'être très précis. On se dit, je vais aller chercher mon meilleur client, je vais être très précis. Donc, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne un ensemble de publicités comme ça. Donc, là, dans cet exemple-ci, on voit que j'ai sélectionné les gens de 42 ans et plus, les hommes qui sont intéressés par le tennis et qui sont aussi un des parents, mais qui ne sont pas intéressés par le golf. Là. Donc, vraiment un exemple hyper détaillé, hyper précis, en me disant, bon, ben ça, c'est ma clientèle cible. Puis en créant ces campagnes, c'est le genre de réflexe qu'on a. On se dit, Facebook me permet d'être précis, je vais lui donner ma clientèle, je vais lui donner la crème de la crème de ma cible. Puis les attentes qu'on a de ça, ben, c'est je vais cibler précisément ma clientèle idéale pour avoir en contrepartie ben, un meilleur taux d'engagement, un meilleur taux de conversion. Donc, en étant plus précis, je vais générer plus de résultats. Puis la logique derrière, ben, c'est une petite cible est égale à une plus grosse qualité, est égale à plus de résultats. Puis c'est logique, right? Ça fait du sens. Ça devrait fonctionner comme ça. Si je suis plus précis, si je donne à Facebook mes meilleurs clients potentiels, ils devraient me donner plus de résultats. Ben, la réalité est tout l'inverse, en fait. Si je cible trop précisément ma clientèle, ben oui, elle est de plus haute qualité, mais elle est aussi beaucoup plus chère. Donc, mes coûts augmentent, mes coûts de diffusion augmentent. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, il y a plus de compétition, les coûts augmentent et ça me coûte plus cher, donc j'ai moins de résultats. Donc, l'équation est différente. En fait, c'est que la plus petite cible, oui, ça donne une plus grosse qualité, mais ça donne un coût plus élevé, donc moins de résultats, malheureusement. Donc, l'erreur ici, c'est d'être trop précis. Puis on va le voir dans les règles, comment éviter ça. La deuxième chose, c'est de cibler les mêmes personnes dans plusieurs ensembles de pubs. Ben, on va prendre un exemple pour illustrer ça, parce que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Si, par exemple, je cible dans plusieurs ensembles de publicités différentes audiences. Par exemple, ici, j'ai les visiteurs des 7 derniers jours sur mon site web. J'ai un autre ensemble qui est les visiteurs des 30 derniers jours. J'ai un autre ensemble des visiteurs des 180 derniers jours. J'ai un ensemble des gens qui ont interagi avec ma page Facebook dans les 30 derniers jours et mon compte Instagram, par exemple. C'est juste pour illustrer. Ben, si je prends une personne, on va l'appeler Carole. Si je prends Carole, puis Carole, elle a visité mon site il y a 6 jours et elle a interagi avec ma page Facebook il y a 10 jours. Ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que Carole, elle va se retrouver à plusieurs endroits en même temps parce que elle a visité mon site il y a 6 jours. Donc, elle va se retrouver dans mes visiteurs des 7 derniers jours. Elle va aussi se retrouver dans mes visiteurs des 30 derniers jours parce qu'elle a visité mon site il y a moins de 30 jours et dans mes 180 derniers jours parce que 180 jours, ça l'inclut aussi le 6e jour. Donc, Carole, qui a visité mon site, elle se retrouve déjà dans 3 ensembles. En plus de ça, elle a interagi avec ma page Facebook il y a 10 jours, donc on la met aussi dans l'ensemble de publicités d'interaction. Donc, le seul endroit où Carole ne se retrouve pas, c'est dans mon ensemble Instagram. On se retrouve à la mettre partout,
Puis ça crée un problème. Un autre exemple de ça, c'est si je cible, par exemple, les parents du Canada d'un côté et de l'autre côté, les passionnés de sport du Canada, bien, on pourrait se dire, ça va, c'est deux audiences qui sont différentes. Mais tous les parents qui aiment le sport, encore une fois, se retrouvent dans les deux. Donc, par exemple, si Carole, c'est une maman de 38 ans qui aime le tennis, elle se retrouve dans mes deux ensembles de publicité. Puis qu'est-ce que ça fait comme problème, en fait? C'est pas un problème de les résultats vont devenir moins bons ou on va se compétitionner contre nous-mêmes puis les prix vont doubler. C'est pas un problème comme ça. Le problème, en fait, c'est que Facebook, lui, veut éviter que Carole se retrouve à plusieurs endroits différents. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va choisir par lui-même où mettre les utilisateurs. Si Carole est à deux places, Facebook va dire non, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite. Il va décider pour nous. Puis le problème que ça crée, ben, c'est que ça enlève toute l'idée de faire des segments. Ça fait en sorte que Facebook met les gens n'importe où et ça va venir biaiser nos résultats. Comment est-ce qu'on peut savoir si un ensemble marche mieux qu'un autre, si c'est un peu hasardeux quels gens se retrouvent où? Donc, nos résultats sont biaisés, notre analyse est biaisée, les conclusions qu'on peut en tirer sont pas très bonnes et notre réflexion est complètement à mettre aux poubelles, ça ne marche pas. On va le voir aussi dans les règles, comment éviter ça, parce que c'est un gros problème chez beaucoup d'annonceurs. La troisième règle, la troisième erreur, pardon, c'est de ne pas exploiter la puissance du ciblage lookalike. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le ciblage lookalike, on vous a fait un vraiment cool schéma ici. Une audience lookalike ou une audience similaire, c'est relativement simple. C'est qu'on va donner à Facebook une audience, par exemple une liste de clients ou les gens qui ont visité notre site, n'importe quoi, une audience de gens qu'on a déjà, qui ont visité notre site, qui ont interagi, qui sont clients, peu importe. Facebook va trouver les similarités dans ces gens-là et va essayer d'aller trouver plus de personnes comme ça. Dans l'exemple ici, c'est un peu simplifié, mais je vais donner une liste de clients à Facebook. Facebook va remarquer que tous mes clients ont une moustache et ensuite va aller chercher des gens qui ne me connaissent pas, mais qui ont une moustache. Bon, là, c'est un exemple très simple. Là. Je ne pense pas que tous vos clients ont des moustaches, on s'entend, mais la logique est la même. Facebook va aller chercher des gens qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes intérêts, les mêmes données que vos clients ou que les visiteurs de votre site. Ça vous permet donc d'être très fort parce que ben, vous utilisez l'algorithme, vous utilisez toutes les données que Facebook a. On va voir dans nos règles comment les utiliser au maximum. Si vous avez déjà utilisé les audiences lookalike, vous le savez probablement avec la mise à jour d'iOS, avec le temps, ça marche un peu moins qu'avant. Ben, on a une solution pour ça aussi. Une façon que les audiences lookalike performent encore très bien et qu'ils puissent performer très, très efficacement. Donc, voilà pour ça. Avant de passer aux règles, je vois qu'il y a deux questions. Je vais y répondre tout de suite. Il y a Joanie qui demande est-ce que le lookalike fonctionne vraiment si notre audience est seulement au Québec? Oui, c'est vraiment surprenant. Évidemment, c'est un truc à tester. C'est pas un truc que je peux dire oui, fais ça, tu vas être millionnaire. Mais oui, ça marche aussi, même si ton audience est juste au Québec. C'est une audience qui est très forte. Donc, c'est toujours à tester. Audience lookalike, oui, c'est audience similaire aimée. Et il y a Suzy qui demande est-ce que l'audience lookalike peut être une liste d'adresses courriel? Tout à fait. On va le voir tout de suite après, mais les audiences lookalike, on peut les faire à partir de n'importe quelle audience source. Et d'ailleurs, on va vouloir le faire avec toutes nos audiences sources. Un lookalike à partir de ta liste courriel, un lookalike à partir de tes visiteurs, à partir de tes acheteurs. Tu vas toutes les faire parce qu'ils vont être tous utiles, peu importe leur qualité et tout ça. Andrea qui demande combien de personnes doivent être incluses dans l'audience source pour créer un lookalike pertinent. Tu peux commencer, tu peux la créer à partir de quelques centaines de personnes. Donc, ça se fait assez facilement. Mais évidemment, plus tu donnes de données, plus ça devient de qualité. Oui, Patrick, je pense que 100, c'est le minimum, effectivement. Certains comptes, ça va être 200, 300, ça dépend en fait de qu'est-ce qu'il peut en retirer. Voilà. On va revenir aussi sur les pourcentages, Aurélie, là, on va le revoir dans nos règles. All right. Donc, on va attaquer les 10 commandements d'un ciblage efficace, donc les 10 règles qu'on utilise. À savoir que ces règles-là, ben, ça va constituer à peu près 80% de notre structure. Puis ensuite, ben, selon les particularités de chacun des clients, il y a des choses qu'on va plus ou moins appliquer parce que ben, chaque entreprise est unique. Puis ensuite, ben, ça va être des tests, évidemment. Mais toutes les règles que je vous présente là, ça vous donne une très bonne base de démarrage pour avoir les meilleures
résultats possibles. Puis ensuite, ben, c'est de tester, c'est de remettre en question. Évidemment, si tout était 100% coulé dans le béton, ben, ce serait beaucoup trop facile. Donc, la première règle, c'est d'avoir le bon nombre de campagnes. Ce qu'on veut faire ici, c'est regrouper notre budget, regrouper notre dépense sur le moins de campagnes possible. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ce qu'on cherche à avoir, c'est 1 à 3 campagnes par objectif. Donc, comment qu'on va diviser nos campagnes? C'est qu'on va les diviser par température d'audience. Donc, si je veux générer des ventes, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir 3 campagnes. Une campagne dédiée à un public froid qui ne me connaît pas du tout. Donc, ça va être des audiences d'intérêt, ça va être des audiences lookalike, mais des gens qui ne me connaissent pas. Ensuite, une campagne qui va être dédiée à un public tiède, des gens qui ont déjà eu un premier contact avec notre entreprise, qui ont interagi avec notre page, qui ont peut-être vu notre site, tout ça. Et une campagne auprès d'un public chaud. Typiquement, le public chaud, on va le caractériser par des gens qui ont déjà démontré un intérêt dans nos produits, dans nos services. Donc, voilà, donc ça nous donne 3 campagnes, par exemple, pour les ventes. Puis ensuite, ben, selon notre objectif, on va pouvoir en avoir 1, 2 ou 3. Par exemple, si je cherche à générer des leads, ben, je n'ai pas besoin d'une campagne chaude parce que ben, des leads, il n'y a pas de chaud. Si je cherche à générer de la visibilité, juste me faire voir par un public qui ne me connaît pas du tout, j'ai juste besoin d'une campagne froide parce que mon objectif, c'est juste d'atteindre un public froid. Je vous ai sorti une capture d'écran ici. Donc, par exemple, à gauche, on a un exemple de campagne de vente. Ici, pour aller chercher des ventes, on a une campagne froide, une tiède et une chaude. Et à droite, on a un exemple ici. C'est les pubs pour ce webinaire-ci. Donc, une campagne froide, une campagne tiède. Puis on considère que si les gens sont inscrits au webinaire, ben, c'est terminé. Donc, pas besoin de chaud. On va passer à la règle 2. Donc là, on a vu, il faut avoir le moins de campagnes possible. On va vraiment simplifier tout ça. D'ailleurs, ce que ça permet aussi, c'est de regrouper le budget au même endroit, d'avoir plus de résultats, puis ça va favoriser l'algorithme, pour le résumer. La deuxième règle, c'est d'avoir l'objectif de campagne le plus précis possible. Quand on crée sa campagne, vous le savez probablement, on peut choisir son objectif. Est-ce que je veux générer du trafic? Est-ce que je veux générer des conversions? Est-ce que je veux générer le plus de vues de ma vidéo possible? On choisit comme ça quel objectif on cherche à avoir. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Facebook va changer notre ciblage selon l'objectif de notre campagne. Ce que je veux dire par là, c'est que si on choisit un objectif d'interaction pour avoir le plus d'engagement, ben Facebook va montrer notre publicité auprès des gens qui sont le plus propices à faire cet engagement-là. Donc, des gens qui sont le plus propices à liker, commenter, cliquer, faire n'importe quelle interaction avec ma pub. Si je choisis un objectif de portée ou de couverture, Facebook va atteindre le public le moins cher. Son but, ça va être, je veux m'afficher au plus de monde possible. Puis pour ça, ben, il va aller chercher toutes les personnes qui ont le moins de compétition pour avoir le plus de vues possible. Si je choisis un objectif trafic, même chose, Facebook va atteindre les gens les plus susceptibles de cliquer sur ma pub. Donc, les gens qui ont tendance déjà à cliquer sur du contenu sur Facebook, des gens qui ne seront pas gênés de le faire pour avoir le plus de clics pour le moins cher possible. Puis le problème que ça crée, c'est que si je cherche à faire des ventes, puis Facebook m'affiche auprès des gens qui ont tendance à cliquer, ben, ce n'est pas nécessairement des gens qui vont avoir tendance à acheter. C'est pour ça que quand on choisit un objectif de conversion, Facebook va atteindre les gens qui sont le plus susceptibles de générer la dite conversion. Donc, par exemple, si je choisis un objectif de vente, Facebook ne va pas aller m'afficher auprès des gens qui n'ont jamais acheté en ligne, puis qui n'ont pas confiance pour acheter en ligne, puis qui n'ont pas de carte de crédit, par exemple. Ces gens-là, il va les mettre de côté en se disant c'est sûr que ces gens-là ne vont jamais acheter, on va se concentrer sur d'autres. Là, c'était juste une illustration, mais choisir un objectif de campagne affecte notre ciblage. Donc, on veut qu'on soit le plus précis possible, sinon, on fait juste dépenser du budget pour un autre objectif. Je vous ai mis un exemple ici d'à quel point ça peut avoir un impact. Donc, on a 2 campagnes. Une campagne trafic, une campagne conversion. C'est des campagnes qui ont été faites avant qu'on arrive, puis ensuite, nous, on a fait des changements là, sur un compte client, par exemple. On voit que la campagne trafic a eu un budget de 1 000 $, sachant que c'était pour le même objectif, on voulait générer des ventes. Pour un investissement de 1 000 $, ça a généré un retour sur investissement de 0,85. Donc, chaque dollar investi a généré 85 sous
de retour sur investissement qui a été tracké par Facebook. Donc, typiquement ici, 1 000 a généré 850 $. Tandis que la campagne de conversion optimisée pour les achats, on a investi 1 900 et on a eu un retour sur investissement de 2,46. Donc, chaque dollar investi nous a donné 2,46 $. C'est vraiment un très bon exemple d'à quel point changer son objectif de campagne, ça peut avoir un énorme impact. Pour certains, ça va juste augmenter de 20% les ventes, mais n'importe quelle augmentation est la bienvenue parce que c'est un changement qui se fait comme ça. Vous avez juste à changer votre objectif. Ça se fait très facilement et ça a un gros impact parce qu'au lieu que Facebook aille chercher n'importe qui clique, il va aller chercher les gens qui ont plus tendance à acheter. Peut-être que ça va vous générer moins de clics, peut-être que votre CPM va être plus élevé là, pour ceux qui analysent ça, mais si à la fin vous avez plus de ventes puis c'est votre objectif, l'objectif est accompli. Troisième règle, c'est le chevauchement et les exclusions. On l'a vu dans les erreurs, on veut éviter à tout prix qu'une seule personne puisse se retrouver à deux endroits. Donc, pour résoudre ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la meilleure segmentation. Puis ça, ça va se faire avec des exclusions. Pour vous expliquer ça, j'ai repris l'exemple, par exemple, des parents et des gens qui aiment le tennis. Si j'ai deux ensembles de publicités, un ensemble de publicités qui cible les parents et un deuxième ensemble de publicités qui cible les gens qui aiment le tennis, mon chevauchement, il se fait au milieu, aux parents qui aiment le tennis. Ces gens-là se retrouvent dans les deux endroits, donc c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Je vais vous le montrer tout de suite après. Avant, un deuxième exemple. Un deuxième exemple ici, c'est avec le reciblage. Un truc que les gens oublient beaucoup, c'est que si je cible une audience froide, par exemple tous les résidents d'un pays, dans ces gens-là se trouvent des gens qui me connaissent déjà. Il y a un chevauchement entre mon public froid, tous les résidents, disons, et mon public tiède, les gens qui ont déjà visité mon site, par exemple. Donc, pour éviter ça, on a deux choses qu'on va faire. Premièrement, dans nos audiences froides, on va exclure les gens qu'on cible déjà. Je vous montre un schéma tout de suite après pour expliquer. Et la deuxième chose, c'est qu'on va faire des exclusions entre nos campagnes pour s'assurer que si quelqu'un passe de froid à tiède, on le fasse bien changer de campagne. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si avant, j'avais mes parents et mes gens qui aiment le tennis dans deux ensembles différents, puis avec un chevauchement au milieu, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'assurer que d'un côté, j'ai les gens qui aiment le tennis, donc ça ne change pas. Mais de l'autre côté, au lieu d'avoir tous les parents, je vais avoir tous les parents, sauf les gens qui aiment le tennis. Donc, j'exclus un des deux dans l'autre, donc j'exclus le deuxième dans le premier, et ça fait en sorte que j'ai plus d'overlap, j'ai plus de chevauchement. D'un côté, j'ai tous les gens qui aiment le tennis, et de l'autre côté, j'ai tous les parents, sauf ceux qui se trouvent déjà dans l'autre ensemble de publicité. Puis là, je peux choisir soit que je le fais d'un sens, soit que je le fais de l'autre, c'est pas très grave. Mais comme ça, j'ai vraiment une segmentation qui est beaucoup plus clean. J'ai pas de parents qui aiment le tennis qui se cherchent un peu au travers de mes ensembles de publicité. La deuxième chose qu'on fait pour le reciblage, c'est qu'on vient tout simplement exclure nos audiences. Donc, si j'ai une audience qui est froide, par exemple, si je veux cibler tous les parents du Canada, je vais exclure ceux qui me connaissent déjà, ceux qui sont déjà prospects, ceux qui ont déjà visité mon site web, ceux qui ont déjà interagi avec ma page Facebook, mon compte Instagram, tout ça. Donc, je viens faire ces exclusions-là dans les deux cas pour vraiment couper mes ensembles, s'assurer qu'il n'y a personne qui puisse se retrouver à deux endroits différents pour le même objectif. La quatrième règle, c'est d'utiliser des grands bassins d'audience. On l'a vu, la première erreur que beaucoup font, c'est de micro-cibler. C'est d'aller chercher des audiences qui sont très petites, puis le problème, c'est que ça coûte très cher. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire l'inverse de ça. Donc, au lieu de cibler très, très, très petit, on va utiliser des bassins d'audience qui sont de plusieurs millions de personnes. Même si je vends un truc très, très, très précis, très niché, je vais donner à Facebook un bassin qui est plus grand, qui est de plusieurs millions de personnes, et c'est Facebook lui-même qui va s'occuper de raffiner ma cible. Puis Facebook est vraiment bon là-dedans, là, c'est le concept même de l'algorithme, c'est que peu importe la taille de personnes, peu importe la portée que je vais lui donner, que ce soit 50 000 personnes ou que ce soit 1 million de personnes, Facebook va faire le même processus. Il va montrer ma pub à des gens, il va regarder qui a tendance à cliquer, qui a tendance à acheter, puis il va lui-même raffiner son ciblage. Donc,
C'est une boucle d'optimisation qu'il va faire par lui-même. Au lieu qu'on le contraigne rapidement, qu'on lui dise « je te donne que 50 000 personnes », on va lui donner des millions de personnes, puis on va le laisser lui-même aller nous chercher les résultats. En créant son audience, ce qui est très pratique, c'est qu'on a une petite unité de mesure ici pour savoir à peu près c'est quoi la taille de notre audience. Ça se trouve à droite dans notre ensemble de publicités. Par exemple, ici, on voit que la portée potentielle, c'était 1 600 000 personnes, donc c'est un bassin qui est assez grand. La seule exception à ça, la seule exception à cibler des bassins de plusieurs millions, c'est si je cible très localement. Si j'ai une boutique avec pignon sur rue dans un village, puis je cible dans les 20 km autour de chez moi, bien évidemment, peut-être que je n'ai pas des millions de personnes prêtes à se déplacer. C'est logique. Mais à part ça, on va toujours chercher à avoir des bons bassins de personnes. Puis plus notre budget est élevé, plus on va aller sur du 8, 10 millions, et même parfois 20 millions, 30 millions, puis là, on va avoir des audiences un peu plus grandes. Cinquième règle, c'est notre technique secrète des lookalike stacks. Bon, la réalité, c'est qu'on en parle beaucoup récemment, donc c'est plus vraiment un secret, mais on a développé une technique au fil des mois, au fil des années, avec les audiences lookalike pour améliorer leur performance. Parce que, on le voit, les audiences lookalike, ça a des limites. Les limites, c'est que, premièrement, on a besoin de beaucoup de données pour que les audiences lookalike soient efficaces. On a besoin de beaucoup de visiteurs sur notre site, on a besoin de beaucoup de clients, et vous le savez peut-être, non seulement c'est difficile d'obtenir des clients et tout, mais en plus, avec la mise à jour d'iOS 14, on a moins de données qu'avant. Facebook voit moins toutes les données, donc c'est encore plus un défi qu'avant que nos audiences lookalike performent. Et la deuxième chose, c'est qu'elles sont limitées en taille. Quand on crée une audience lookalike, on va choisir un pourcentage de précision. On a le choix entre 1 jusqu'à 10 puis ça va être le pourcentage de notre zone, de notre pays qui ressemble le plus à notre audience source. Donc, je pourrais dire, je veux le 1 de la France qui ressemble à mes clients ou le 10 de la France qui ressemble à mes clients. Mais on est toujours sur une limite comme ça en taille. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? C'est qu'on les stack. On les empile. Toutes les audiences lookalike d'un même pourcentage, on vient les mettre dans un seul ensemble de publicités. L'autre façon de faire, ce serait de créer plein d'ensembles pour chacun de nos audiences. Mais là, on vient toutes les regrouper. Puis ce que ça fait, c'est que dans un seul ensemble de publicités, je vais avoir mon audience lookalike 1% de mes acheteurs, de mes interactions Facebook, de mes interactions Instagram, de mes prospects, de mes visiteurs. On va toutes les mettre ensemble dans le même panier. Et oui, là-dedans, il y en a de meilleure qualité, il y en a de moins bonne qualité, mais c'est pas grave. On laisse Facebook s'arranger avec ça. Parce que d'un côté, on a les audiences à très haut volume, comme les gens qui ont interagi avec ma page Facebook, les gens qui ont interagi avec ma page Instagram, les visiteurs de mon site. C'est beaucoup de données parce que j'ai beaucoup de visites, mais moins qualifiées. Et de l'autre côté, j'ai un peu moins de données très qualifiées, comme mes acheteurs. Je peux avoir ma liste de clients. J'ai beaucoup moins de clients que de visiteurs, c'est logique, mais ça va compenser. En fait, là, je vais avoir de la qualité en petite quantité et du grand volume de moins bonne qualité. Ça va donner un plus grand bassin à Facebook et ça va mieux performer. Puis d'ailleurs, pour ceux qui vont là, ça va aussi plus être facile de scaler parce que on a un bassin plus grand, ça s'optimise beaucoup plus facilement, puis ça performe mieux. Bref. Donc, ça, c'est très cool. On va créer un lookalike stack pour le 1%, puis éventuellement, on pourrait créer des lookalike stacks pour du 2%, 5%, 10%. On peut faire vraiment comme ça, avoir plusieurs stacks, puis ça va nous donner des différents ensembles de publicités. Par exemple, un ensemble de publicités avec tous nos lookalike 1%, un ensemble de publicités avec un lookalike de 2 à 5%, par exemple. Puis on va laisser Facebook avec ça ensuite raffiner. D'ailleurs, je vois qu'il y a des gens qui posent des questions, c'est parfait, je vais y répondre après les 10 règles, parce que je pense qu'il y en a aussi que ça va répondre avec d'autres règles, mais n'hésitez pas à les poser, là, c'est parfait. La règle numéro 6, et c'est la seule règle à peu près qui est dépendante de votre entreprise, c'est de tester les audiences broad. Une audience broad, qu'est-ce que c'est? C'est une audience avec aucun critère de ciblage, juste notre pays, par exemple. Puis ce que ça fait, c'est qu'on dit à Facebook, arrange-toi. Je te donne tous les résidents de mon pays. Trouve-moi mes clients là-dedans. C'est une audience qui fonctionne très, très bien
quand on a beaucoup de données, quand Facebook connaît déjà notre clientèle. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez déjà beaucoup de ventes, si vous avez déjà beaucoup de trafic sur votre site, ça va être une audience qui est très, très pertinente à tester parce que vous avez peut-être 100 millions de personnes, là, vous avez peut-être des dizaines et des dizaines de millions, ça va être une audience qui est très large et qui va vous permettre d'aller chercher un grand volume de résultats à bas coût, mais c'est quelque chose qui va être attesté selon votre entreprise, selon votre niche. Passez pas à côté, surtout aujourd'hui avec la mise à jour de iOS 14, c'est vraiment performant. Règle numéro 7, c'est de balancer la taille de chaque ensemble de publicités dans une même campagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on a une campagne, on a plusieurs ensembles de publicités à l'intérieur, c'est logique. Facebook va répartir le budget dans ces ensembles-là, dans les différents ensembles, pour obtenir le plus de résultats possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si Facebook, on lui donne un ensemble de pubs A avec 50 000 personnes et un ensemble de pubs B avec 50 millions de personnes, il va regarder les deux, puis il va se dire, c'est où que je peux aller chercher le plus de résultats? Est-ce que c'est dans 50 000 personnes ou est-ce que c'est dans 50 millions? Mais la réalité, c'est que c'est dans 50 millions. Facebook va dire, regarde, tu me donnes ça, puis tu me donnes ça. C'est sûr que tu as plus de clients dans l'énorme bassin. Donc, je vais mettre la majorité du budget dans le gros. Et ce que ça fait, c'est que Facebook va attribuer plus de budget dans les plus grands ensembles et beaucoup moins de budget dans les plus petits. Puis on cherche à éviter ça parce qu'on veut que Facebook teste nos différentes audiences puis ait conscience qu'ils sont tous d'une certaine qualité puis qu'ils puissent répartir le budget intelligemment. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut que la taille de chacun de nos ensembles se ressemble, qu'on n'ait pas un 50 000 puis un 50 millions côte à côte. Donc, est-ce que ça veut dire que vos ensembles doivent être au chiffre près identique? Bien sûr que non, mais vous essayez de faire balancer, vous essayez pas qu'un soit 1 million puis que l'autre soit 10. Là. On essaie d'aller chercher des audiences qui se ressemblent là, de quelques millions de personnes. La règle numéro 8, c'est de sélectionner tous les placements. Ça, c'est indéniable. Vous êtes obligé. Si vous ne le faites pas, dans le fond, c'est la police de Facebook débarque. Mais dans le fond, quand vous créez vos campagnes, Facebook va vous proposer est-ce que tu veux que je le diffuse sur Facebook, Instagram, le réseau d'audience, les applications. Puis beaucoup d'entreprises vont dire moi, ma clientèle n'est pas sur Instagram. Donc, je vais enlever Instagram. Puis c'est logique. Le problème de ça, c'est que Facebook est déjà capable de faire ces conclusions-là par lui-même, puis on est mieux de lui laisser ce choix-là. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'on va choisir tous les placements, donc les placements automatiques. On va dire à Facebook, tu peux mettre la pub où tu veux, sur Facebook, sur Instagram, sur mobile, sur ordinateur, tout ça. Et 95% du budget va aller sur Facebook, le fil d'actualité mobile, parce que c'est là qu'il y a le plus de résultats. Mais, une fois de temps en temps, Facebook va mettre quelques dollars ou quelques euros sur une story Instagram ou sur une app. Puis ces quelques dollars-là vont générer un énorme retour sur investissement parce qu'on sera allé chercher la bonne personne au bon moment que Facebook avait évalué. Donc, il y a vraiment à garder ça en tête. On veut sélectionner tous les placements parce que non, Facebook ne vous affichera pas juste dans les places les moins bonnes. Il va vous afficher aux meilleures places pour avoir le plus de résultats. Donc, on coche tous les placements. La règle numéro 9, c'est de recibler tout le monde. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises oublient. C'est qu'ils vont oublier de recibler des gens. Facebook nous propose des options de reciblage qui vont jusqu'à très loin en arrière et beaucoup vont se limiter à recibler les gens qui sont venus sur le site dans les 30 derniers jours, par exemple. Mais la réalité, c'est que quelqu'un qui a aimé une de vos pubs il y a 1 an a plus de chances d'acheter qu'un total inconnu. Right? Donc, on veut aller chercher tout le monde qui a déjà eu un contact avec nous. Puis, pour ça, on va utiliser les durées maximales de reciblage. Donc, quand on parle de visiteurs sur le site, on peut aller jusqu'à 180 jours dans le passé. On peut cibler les gens qui nous ont vus il y a 6 mois sur notre site. Pareil pour les événements de notre site, donc les ajouts au panier, les achats, les prospects, on peut aller 180 jours dans le passé. Et pour les interactions sur Facebook puis sur Instagram, on peut aller 1 an en arrière. Donc, la personne qui a liké une pub il y a 1 an, on peut la recibler. Passons pas à côté. Oui, cette personne-là, elle nous a quand même oubliés, mais elle a plus de chances d'acheter qu'un total inconnu. C'est vrai quand même si ça fait 1 an. Donc, oubliez pas ça. Et finalement,
un truc aussi que beaucoup passent à côté, c'est la liste email. Euh, on peut importer une liste email de prospects, de clients directement euh, dans Facebook pour les cibler. Donc, gardez ça en tête aussi. On peut aller chercher ces gens-là. Il faut aller chercher tout le monde, dans le fond, parce que ça peut marcher. La règle numéro 10, c'est de regrouper ces segments de reciblage. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une campagne, si vous faites de la publicité aux visiteurs de votre site, aux gens qui ont interagi avec votre page, aux gens qui ont interagi avec votre compte Instagram, puis vous vous affichez les mêmes pubs, ben regroupez tout ça ensemble. Segmentez pas pour rien, parce que plus qu'on segmente, plus que ça dilue notre budget. Donc, on veut regrouper le plus tout ensemble quand nos publicités sont les mêmes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va passer de ça ici, là, de un ensemble les visiteurs 7 jours, un ensemble les visiteurs 30 jours, un ensemble les visiteurs 180, un ensemble les interactions, blablabla, on en a beaucoup. On va passer à moins d'ensemble de pubs qu'on va diviser, par exemple, sur les gens qui ont eu un contact avec mon entreprise dans les 30 derniers jours et un autre sur une durée plus longue. Donc, on simplifie le tout parce que de toute façon, on leur affiche les mêmes publicités. Donc, on simplifie ça. Ça donne une meilleure optimisation parce que Facebook regroupe le budget. Puis plus Facebook a de données sur un seul ensemble de pubs, plus l'algorithme peut embarquer, puis plus votre optimisation peut être efficace. All right. Donc, ça fait le tour pour les 10 règles. Note importante, d'ailleurs, avant de passer aussi aux structures, juste pour qu'on mette ça très clair, premièrement, le côté technique de Facebook, ça évolue. Ce que je vous présente maintenant, ça risque d'être différent l'année prochaine. il y a des tests qu'on fait continuellement pour remettre en question ça. Il y a des pratiques qui changent. La mise à jour d'iOS, c'est un bon exemple de gros chamboulements, mais il y a des petits chamboulements à chaque mois. Là. Il y a des petites choses qui changent tout le temps, donc gardez ça en tête. Deuxième chose, c'est que la structure que je vais vous présenter tout de suite après, c'est juste un point de départ. Ensuite, selon votre business, selon votre industrie, selon les tests, ça va s'adapter, évidemment. C'est pas coulé dans le béton. Et la troisième chose, et peut-être la plus importante, c'est qu'un bon ciblage Facebook, ça vaut rien si vous avez des mauvaises pubs, un mauvais produit, une mauvaise stratégie. le ciblage Facebook, ce n'est comment on dit, qu'un chaînon dans la chaîne, là, qu'un maillon. Donc, gardez en tête que si vous ciblez très très bien vos personnes, mais que vous leur proposez un produit qui n'est pas adapté, ça ne marchera pas. Si vous ciblez bien vos personnes, mais vous leur proposez un contenu de publicitaire qui n'est pas super engageant, ça ne marchera pas non plus. Donc, c'est pas que ça qui fait le succès, évidemment, mais si vous avez tout de très bien et que vous créez mal vos campagnes, ça ne marchera pas non plus. Donc, je vais passer dans les questions par rapport aux 10 règles. Je vais remonter, puis n'hésitez pas à les poser, là, ça va arriver à la fin. Donc, je remonte. OK. Il y a Patrick qui dit « J'aime bien avoir 4 campagnes. Une est bio pour les tests. » Oui, bon, Patrick, je pense que tu connais bien, là, donc tu te fais une campagne de test à côté. Très cool, ça peut bien fonctionner. C'est sûr que ta structure pour générer tes résultats, ça va être tes 3 campagnes, là, top, middle puis bottom. Donc, yep. Andrea qui demande combien d'ensembles de publicités recommandées par campagne si en plus il ne faut pas qu'il faut pas overlapper les gens dans chaque ensemble, surtout avec un budget de moins de 1000 $ par mois. Tu vas le voir dans les structures tout de suite après, mais on veut quelques ensembles de publicités. Donc, grosso modo, entre 2 et 5, ça va être à peu près la bonne mesure. La réalité, c'est que si tu mets trop d'ensembles, surtout avec un petit budget, Facebook va en abandonner parce qu'il va dire tu ne me donnes pas assez d'argent pour 10 ensembles de publicités. Donc, typiquement, si tu mets moins de 1000 $ par mois, je te dirais que pour une campagne, mais 2, 3 ensembles de publicités, ça va être très bien. Puis tu vas voir la structure que je présente tout de suite après, c'est exactement ça. Tu vas en avoir entre 2 et 4, là, donc c'est très bien. Patrick demande quand on fait une campagne d'acquisition avec un objectif conversion, est-ce qu'on peut faire des campagnes de reciblage en objectif porté pour être certain de rejoindre tout le monde? C'est une bonne question. Là, ça dépend en fait de si ton objectif c'est la même conversion ou c'est une conversion différente, genre prospect versus achat. Mais nous, typiquement, ce qu'on a vu, c'est que même en reciblage,
on est mieux de mettre l'objectif de conversion directement parce que c'est ça qui donne le plus de résultats, même en reciblage très spécifique. On ne met pas portée. La seule raison pour laquelle on va mettre un objectif, disons, de portée ou de trafic, c'est si on veut que les gens, mettons, viennent dans notre... voient notre message, puis on va être sûr que les gens n'oublient pas quelque chose, par exemple. Mais si c'est pour générer des ventes ou générer des leads, moi, j'irais vers un objectif conversion directement. Mais à tester, là, tu peux le tester, évidemment, si tu veux. Guylaine qui demande comment Facebook connaît le ROAS du trafic. Exactement comme qui connaît le ROAS de tout le reste. En fait, là, c'est avec le pixel Facebook. Il va suivre les ventes sur le site, puis il va être capable de savoir quelqu'un a acheté, puis avant d'acheter, il a cliqué sur ta pub trafic. Donc, tu as un retour sur investissement sur ta campagne trafic. Simon d'ailleurs qui répondait, là, Facebook est capable d'attribuer une vente. Exact, exact, avec le pixel. Simon, merci d'avoir répondu. Christine qui demande, est-ce que les exclusions peuvent augmenter nos coûts pour rejoindre l'audience? Oui et non, en fait. Les exclusions peuvent changer tes coûts juste parce que tu te mets à aller chercher vraiment les gens que tu veux. Si tu n'exclus rien, peut-être que tes coûts vont être meilleurs, mais ils ne vont pas être réellement meilleurs, mais ils vont s'afficher comme être meilleurs parce que Facebook pourra aller chercher quelqu'un B, tandis que tu vas aller chercher des gens A. Donc, ça biaise tes résultats. Donc, en absolu, ça ne change rien à tes coûts, mais ça va avoir un petit impact. Mais tu es mieux de faire tes exclusions parce que si tu cherches, disons, des clients qui ne te connaissent pas du tout, tu ne veux pas que Facebook aille chercher des gens qui te connaissent déjà. Tu vas aller chercher, même si ça coûte un petit peu plus cher, par exemple. Simon, ok, parfait. Guylaine qui disait aussi, merci, comment Facebook sait qu'une vente sur le site vient de Facebook dans les 7 jours. Ça, c'est le pouvoir du tracking. Donc, Facebook va suivre le comportement de quelqu'un après qu'il ait cliqué sur une pub pendant les 7 jours. Donc, si quelqu'un clique sur une pub le 1er janvier et achète le 6 janvier, Facebook va être capable de dire « c'est grâce à moi ». Il va être capable de dire « il a cliqué sur une pub, la vente, elle me revient ». C'est pas parfait, le tracking a des failles, mais c'est comme ça que Facebook le suit, c'est avec un cookie. Très cool. Il y a Mélissa qui dit « Bonjour, je viens tout juste de pouvoir me connecter. Aurons-nous accès à toute la présentation? » Oui, demain, le replay. Comme on n'a pas 1 million de dirigeants de PME au Québec, ça veut dire que ciblé, je ne dois pas les viser spécifiquement exactement, Guy. Parfait, parfait. Je vais aller un petit peu plus vite pour qu'on ait le temps, là. Est-ce que vous affinez avec une audience super lookalike, donc avec d'autres affinements comme lookalike X aime le tennis? Non, c'est très très rare en fait, parce que les lookalikes sont déjà assez raffinés, là. Cibler le Québec, est-ce que c'est pertinent comme broad? Si ton audience, Camille, c'est que le Québec, go, c'est du broad, puis c'est très bien, c'est déjà plusieurs millions de personnes, là. OK. Si notre modèle d'affaires vend des abonnements, le principe est le même, là, donc ça va être, dans le fond, tu vas exclure les gens qui sont déjà abonnés, tout simplement. OK. Je vais avancer un peu. Je vois qu'il y a une petite discussion là. Il y a plusieurs comptes pub. Il y a Laura qui demande est-ce que c'est intéressant de créer plusieurs comptes pub et de dispatcher les audiences sur les différents comptes? Sur différents comptes, en fait, la seule raison pour laquelle on va utiliser différents comptes pub, c'est si tu as vraiment 2 business ou 2 marques vraiment différentes. Sinon, tu es mieux de regrouper parce que 2 comptes, ça va se compétitionner aussi, là, donc c'est mieux pas. Quel budget prévoir minimalement? Suzy qui demande quelques centaines de dollars par mois, c'est un bon début, là, de 10-15 dollars par jour pour commencer, c'est bien. Mais si tu veux faire des tests, tu peux les faire à 5 dollars par jour. C'est juste que plus tu donnes de données, plus que ça va être fiable comme résultat. Nicolas, pardon, je vais trop vite. Aurélie qui demande quel serait le budget minimum pour générer des ventes pour une jeune entreprise. Bon, j'ai répondu. Combien de champs d'intérêt suggères-tu de mettre? Champ d'intérêt, ça importe peu en fait. Ce qui va importer, c'est ta taille d'audience. S'il faut que tu en mettes plein pour avoir une grande audience, vas-y. S'il faut que tu en mettes quelques-uns parce que c'est des gros intérêts, vas-y comme ça aussi. Pour la campagne code, quel est le meilleur objectif? J'y viens tout de suite après.
Bon, je viens tout de suite après pour les prochaines questions parce que ça va rejoindre euh, la suite. Comment tu recommandes de mettre de budget pour tester une audience broad au Québec? Euh, Ça dépend toujours de l'audience, là, mais plusieurs dizaines, là. OK. Je continue. Maintenant qu'on a vu les notes importantes, euh, on va aller aux structures de campagne. Donc, je vous ai sorti nos structures de campagne e-commerce pour une boutique en ligne. J'ai sorti pour la génération de leads et pour un funnel. Donc, funnel, ce que je parle par funnel, c'est le funnel classique, génération leads qui mène vers de la vente. Donc, si vous avez un e-commerce, je vous présente les structures de campagne. On va avoir 3 campagnes pour générer des ventes. Là, je parle vraiment juste pour, je veux générer des ventes de mes produits. Premièrement, j'ai une campagne froide. Cette campagne-là va s'adresser aux gens qui ne me connaissent pas du tout. Donc, j'ai 2 à 4 ensembles de publicités avec l'objectif de conversion directement sur achat. Comme on l'a vu, c'est le meilleur objectif. J'ai 2 à 4 ensembles de pubs. J'ai premièrement un lookalike stack 1%. Donc, tous mes lookalikes de 1% dans un ensemble de publicités. Ensuite, j'ai un ensemble de publicités facultatif, qui est mon lookalike stack de 2 à 5%. Qu'est-ce que je veux dire par facultatif? C'est qu'il va fonctionner si vous avez déjà beaucoup d'audience. Si vous avez déjà beaucoup de trafic sur votre site, allez-y, misez là-dessus, ça peut très bien fonctionner. Autre ensemble de publicités, ça va être un ensemble avec une combinaison de critères. Donc, les parents qui aiment le tennis, par exemple, là, vous allez viser quelques millions de personnes. Et finalement, si vous avez une grande audience, beaucoup de données, tester une audience broad, ça peut fonctionner, surtout si vous avez des gros budgets. C'est celle qu'on va typiquement rajouter par la suite. Là. Pas obligé de commencer avec ça si vous démarrez. Là, si vous mettez moins de. Si vous mettez. Si vous mettez pas des centaines de dollars par jour en publicité, je la mettrai de côté pour démarrer. Dans ces ensembles-là, les paramètres généraux qu'on va définir, on a le pays. Le pays qu'on cible, c'est les pays dans lesquels on souhaite développer le marché. Ça peut être juste votre pays, ça peut être juste le Québec si vous voulez démarrer au Québec. C'est une bonne idée si vous n'avez jamais fait de pub. Ou ça peut être un marché que vous voulez attaquer. Ça dépend de votre stratégie. Au niveau de la langue, vous mettez la langue de votre clientèle. Ça va être toujours ça. Au niveau des placements, on choisit tous les placements. Et au niveau des exclusions, parce qu'on ne veut pas de chevauchement, on va faire 2 types d'exclusions. Donc, on exclut nos audiences lookalike de nos autres ensembles de pubs. Donc, dans notre ensemble ici, combinaison de critères et dans notre ensemble d'audience broad, on vient exclure tous nos lookalikes. Et deuxième chose, c'est qu'on va venir exclure nos audiences tièdes. Donc, dans tous ces ensembles-là, on exclut les gens qui ont visité notre site, les gens qui ont interagi avec notre page. Ce qu'on veut faire, c'est que dès que quelqu'un touche à notre entreprise de près ou de loin, il est exclu parce qu'il va passer dans notre campagne tiède. Parlant de campagne tiède, on y arrive. C'est notre campagne numéro 2 pour générer des ventes. On se retrouve avec le même objectif de conversion et on va avoir 2 ensembles de publicités. Un ensemble de publicités pour les gens qui ont eu un contact avec notre entreprise dans les 30 derniers jours et un ensemble de publicités pour les gens qui ont eu un contact avant les 30 derniers jours. Donc, on a un ensemble, ça va être les visites site web, les interactions Facebook, les interactions Instagram et les prospects dans les 30 derniers jours. Et un autre ensemble où on met le plus long, donc les visites du site dans les 180 derniers jours, les prospects dans les 180 derniers jours et les interactions Facebook et Instagram dans les 365 derniers jours. Donc, ça va nous faire 2 ensembles de publicités. Au niveau des pays, on va mettre tous les pays dans lesquels on peut livrer nos produits. Donc, si vous pouvez livrer en Europe, mettez l'Europe. Si vous pouvez livrer aux États-Unis, mettez les États-Unis. Vous ne passez pas à côté de quelqu'un qui aurait pu visiter votre site et s'y intéresser dans un autre pays. Si vous le pouvez, évidemment, là, tous les pays dans lesquels vous pouvez le livrer. Ensuite, langue de la clientèle, même chose. Ensuite, les placements, pareil, on choisit tous les placements. Et au niveau des exclusions, 2 types d'exclusions, encore une fois, c'est qu'on vient exclure les audiences 30 jours des audiences plus longues. Donc, ce que je veux dire par là, c'est on vient exclure dans le 2 les audiences du 1 pour être certain que si les gens, ça fait juste 30 jours qu'ils soient là, ils sont que dans le 1 et pas dans le 2. Sinon, revoyez les règles au niveau des exclusions. C'est la même chose. Et deuxième exclusion qu'on va faire, c'est exclure les audiences chaudes de ces 2 ensembles de publicités-là. Quand on parle d'audience chaude, ça va être les gens qui vont avoir vu vos produits ou qui vont les avoir ajoutés au panier dans les 14 derniers jours. Ça, vous pouvez varier selon la durée de votre cycle de vente. Parlant d'audience chaude, on s'attaque à la 3e campagne qui est la campagne chaude. Donc,
La campagne chaude, petite spécificité ici que j'élaborerai pas parce qu'on n'aura pas le temps, mais l'objectif qu'on va définir souvent, ça va être l'objectif de vente catalogue pour un e-commerce. Pour faire très simple, c'est du reciblage dynamique. Donc, si tu as vu le produit A, tu vas voir une pub A. Si tu as vu le produit B, tu vas voir le pub B. Si tu as vu un produit C, tu vas voir la pub C. Euh, voilà. Et on va avoir un seul ensemble de pubs. Ça va être un ensemble de pubs pour les gens qui ont vu les produits ou qu'ils ont ajoutés au panier dans les 14 derniers jours. C'est les gens qui ont démontré un intérêt et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, pareil pour les pays, on met tous les pays où on peut livrer, la langue de la clientèle, tous les placements, et on vient simplement exclure nos acheteurs. Donc, soit qu'on exclut tous nos acheteurs possibles pour juste générer une première vente, soit qu'on exclut nos acheteurs dans les 14 derniers jours si on veut se réafficher par la suite, à votre choix. Donc, voilà pour la structure de campagne e-commerce. Donc, là, je vais passer à la structure de campagne de génération de leads. Il y a des choses qui se ressemblent, donc je vais repasser plus rapidement sur certains points. All right. Donc, pour une génération de leads, on va juste avoir deux campagnes, une froide et une tiède, parce que le chaud, c'est des leads qui se sont déjà inscrits. Donc, le chaud, peut-être que dans votre cas, c'est un vendeur qui va les contacter ou une séquence mail, ce genre de choses-là. Donc, on a notre campagne froide. La différence principale, c'est que notre objectif, ce ne sera pas achat, ce sera prospect. Donc, objectif de conversion prospect. On a nos mêmes 4 ensembles de publicités, donc Lookalike Stack 1%, potentiellement le 2 à 5%, un ensemble de critères et une audience broad si vous avez beaucoup de données. Les pays, c'est le pays où vous souhaitez développer le marché, la langue de votre clientèle, tous les placements, encore une fois, et vos exclusions, c'est la même chose. Donc, on exclut les audiences lookalike des audiences de critères et on exclut le tiède du froid. La deuxième campagne, c'est la campagne tiède. La campagne tiède, ça va être la même chose, une campagne de reciblage avec un objectif de prospect. On a les deux ensembles de publicités, encore une fois. La différence ici, c'est que si vous vous souvenez, dans la structure e-commerce, on avait inclus nos prospects dans notre tiède. Mais dans ce cas-là, on veut générer des prospects, donc on les inclut pas, c'est des gens qui sont déjà prospects. Donc, on met seulement les visites de notre site et les interactions Facebook, Instagram, 30 jours et ensuite 180 et 365 jours. Langue, pays, placement, même chose. Et qu'est-ce qu'on vient exclure? C'est qu'on vient exclure, premièrement, les audiences 30 jours et on vient exclure nos prospects. Parce que si les gens sont déjà prospects, on veut pas les cibler. Je sais que ça fait beaucoup de stock, mais en créant vos campagnes, n'hésitez pas à revenir voir le replay, faire pause, tout ça. D'ailleurs, je vais vous en parler après, mais on a fait une fiche résumée là, pour la structure. Là. Pas besoin de tout noter. J'aurais dû le dire au début, ça d'ailleurs. On va passer à la dernière structure avant que je réponde à vos questions. C'est la structure de campagne pour un funnel. Donc, on se retrouve encore une fois avec 3 campagnes. C'est pour générer des prospects en premier et ensuite des ventes à partir de ces prospects-là. Donc, on a notre campagne froide. Campagne froide, c'est la même chose. Conversion prospect. On a nos 4 ensembles de publicité pour le froid. Le pays, la langue, le placement, c'est tout bon. Et qu'est-ce qu'on a comme exclusion? Même chose que d'habitude. Nos audiences lookalike et nos audiences tièdes. Ensuite, on a notre campagne tiède. La campagne tiède, c'est pour les gens qui nous connaissent mais qui ne sont pas encore prospects. Donc, objectif prospect, on cible la même chose qu'on a vu. Les pays, la langue, les placements, c'est la même chose. Et on vient exclure nos audiences chaudes. Donc, identique. La troisième campagne, c'est là où ça devient un peu plus intéressant. C'est qu'on va avoir une troisième campagne pour générer peut-être des ventes d'une formation en ligne, par exemple, ou des prises de rendez-vous. Donc, typiquement, le cas type, ça va être des gens sont devenus prospects, puis là, je vais leur vendre un produit ou je vais leur vendre un appel avec moi. C'est le cas d'Antilope, par exemple. Nous, les gens vont s'inscrire à un webinaire, puis éventuellement, ce qu'on cherche à faire, c'est des prises de rendez-vous pour voir est-ce que ça ferait du sens qu'on fasse vos pubs. Bon. Donc, on a ce même processus-là. Donc, on a 2 ensembles de publicités ici. On a nos prospects, donc les gens sur notre liste mail à qui on veut montrer des publicités. Et on a les utilisateurs ayant visité notre page de vente ou ayant démontré un intérêt pour prendre rendez-vous, par exemple, dans les 14 derniers jours. En gros, c'est notre ciblage pour les gens sur le point de faire l'action voulue, avec un objectif de conversion. Puis selon votre objectif, vous pouvez le varier, que ce soit des achats, que ce soit des prises de rendez-vous, tout ça. Les pays, c'est la même chose, la langue, les placements.
Et tout ce qu'on va venir exclure, c'est potentiellement les acheteurs ou les gens qui ont déjà pris rendez-vous pour s'assurer que une fois que la personne a acheté ou a pris rendez-vous, on ne s'acharne pas sur elle inutilement. Donc, there you go pour ça. Ça résume les 3 structures. Là, comme vous pouvez le voir, vraiment, on respecte nos 10 règles. Ces structures-là, pour moi, de mon point de vue, si vous preniez ça et vous copiez-collez sur votre entreprise, vous dites OK, je respecte exactement ça à la lettre, ce ne sera peut-être pas 100% adapté, mais vous allez être vraiment bien avancé, puis vous pourriez commencer à générer des résultats demain avec ces structures-là. C'est pas une baguette magique, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin aussi des bonnes pubs, vous avez besoin d'une bonne stratégie. Euh, si vous faites de la pub Facebook sur un produit qui ne se vend pas, ça ne se vendra pas de toute façon, on s'entend, mais cette structure-là, vous pourriez la réutiliser, copier-coller, puis ça pourrait vous donner des résultats maintenant. Euh, J'avais un... Ah, OK, ici. Euh, on a fait un petit document résumé, là, comme ça ici, pour que vous puissiez le télécharger puis le récupérer sans devoir réécouter le webinaire chaque fois pour les structures. Il va sortir demain, si je ne me trompe pas. Je vais vous l'envoyer aussi par email, mais vous allez le retrouver aussi sur notre site. Là. Donc, pour ça, c'est parfait. Et d'ailleurs, avant de répondre à vos questions, je vous parle 2 petites secondes d'un nouveau service qu'on lance. Si vous êtes sur LinkedIn, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est notre nouveau service de deuxième avis. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de business qui mettaient du budget, sur Facebook, puis qui se disaient je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr que je fais la bonne affaire. Je suis pas sûr que la personne avec qui je travaille me génère les meilleurs résultats possibles. On a lancé un service de deuxième avis. En gros, c'est pour les entreprises qui obtenaient des bons résultats avant, mais plus maintenant, ou que ça ne performe pas, puis ils ne sont pas sûrs s'ils doivent juste abandonner ou continuer, ou si tu veux juste du feedback sur tes campagnes ou sur les clients que tu gères en disant je veux lancer de nouvelles idées. Euh, Typiquement, c'est pour les entreprises qui investissent déjà plusieurs milliers de dollars en pub. C'est là où ça devient intéressant. Mais ce qu'on propose, c'est un service de nouvelle paire de yeux sur les campagnes. Donc, c'est 60 minutes en partage d'écran où je critique tes campagnes sans retenue. Si c'est mauvais, je vais te le dire. Si c'est bon, je vais te le dire. Le but, c'est juste, on challenge ça, on vient chercher de nouvelles possibilités, puis après ça, on fait un résumé des conseils, on enregistre l'appel. C'est 200 $, c'est one shot, c'est facile, puis après ça, vous pouvez appliquer les conseils de votre côté. Euh, donc, le but de ça, c'est de permettre à des entreprises un peu de s'en sortir. Puis, honnêtement, nous, on le sait que là-dedans, il y a des entreprises qui vont dire OK, euh, why not, ça a l'air intéressant, on va le faire ensemble. Donc, on l'a déjà fait, on l'a déjà testé plusieurs fois, ça s'est vraiment bien passé. On a des super beaux témoignages de ça. Donc, je vous mettrai le lien si jamais ça vous tente de prendre rendez-vous. Donc, c'est un service à 200 $. Vous repartez avec la liste. C'est ça a bien marché dans les fois qu'on l'a fait. Puis sinon, après le webinaire, si je ne me trompe pas, ça va vous rediriger sur la page si ça vous tente. Donc, voilà. Ah oui, là, il y a le lien. Je peux aussi essayer de vous le mettre dans le chat si je suis capable de faire ça. Euh, Let's go. Perfect. There you go. Donc, si ça vous tente, on check ça ensemble. Sinon, pas de problème. Là, je pense que pour beaucoup de business, juste appliquer les 10 règles dans vos campagnes, essayer de recopier les structures, ça va déjà vous donner un bon edge. Si vous voulez qu'on aille plus loin, on s'en parle, il n'y a pas de trouble. All right. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je vais remonter dans le chat. Je vais commencer par celles qui ont déjà été posées. N'hésitez pas si vous avez des questions, des précisions. Euh, on va répondre. Je vais répondre au plus possible. Donc, je remonte. Où est-ce que j'étais? Ah oui, là. Donald qui demande quel Facebook utiliser, Facebook perso, Facebook pro, Facebook groupe. Pour faire de la pub, ça va être Facebook pro. Il n'y a que la page Facebook que tu peux utiliser, de toute façon. Guylaine qui dit mes pubs en objectif conversion coûtent plus cher sur les lookalikes que les audiences par centre d'intérêt. C'est tout à fait possible. Les lookalikes ne vont pas constamment mieux performer. Mais c'est là où c'est intéressant d'avoir plusieurs ensembles. Si tu as 3-4 ensembles de pubs, une journée, un va mieux fonctionner, l'autre journée, l'autre pourrait mieux fonctionner. Mais ça, c'est la job de Facebook. C'est dans ses mains d'aller te mettre le bon budget aux bons endroits. Puis après ça, dans l'optimisation, on va un peu le guider.
il y avait plus de conversions, plus d'achats et pas de résultats qui auparavant étaient top. Bon, là, il y a plusieurs facteurs qui peut entrer en cause, évidemment. Alright. Est-ce que le Aggregated Event Measurement peut aider à limiter, contourner l'impact de iOS? Un petit peu, mais pas vraiment. L'impact est réel. Ça existe. La mise à jour d'iOS 14 a un impact sur les pubs, mais pas critique. C'est pas parce que iOS est arrivé que toutes les entreprises qui faisaient de la pub sur Facebook tombent à l'eau, mais il y en a qui voient un impact de 10%, 20%, parfois plus. Il y a une autre chose, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas que ça qui impacte les résultats. Il y a le déconfinement, il y a plusieurs autres choses selon les business. Pour beaucoup aussi, l'été, c'est un temps qui est un peu plus mort. Donc, garde ça en tête. C'est pas que iOS qui peut nécessairement nuire aux résultats. Benoît qui demande combinaison de critères, ça inclut quoi? Ben, ça va être, par exemple, les parents qui aiment le tennis ou juste tous les parents. T'sais. Là, ça va dépendre de ta business. Ça va être vraiment essaye d'aller chercher ton audience en ciblant plusieurs millions de personnes. Donc, si tu vends un service aux entreprises, ben, tu vas cibler les gens qui sont intéressés peut-être par l'entrepreneuriat ou n'importe quoi, la comptabilité, là, peu importe selon le service que tu vends. Guylaine qui dit, tu dis audience broad si on a beaucoup de données, mais comme on cible rien, je ne comprends pas le principe d'avoir des données. Ah, OK, tu soulèves un bon point que c'est vrai que je n'ai pas expliqué. Si tu as des données, des visites sur ton site, beaucoup de ventes, tout ça, puis que tu as ton pixel Facebook d'installer, ben Facebook le voit. Facebook a ces données-là. Donc, quand tu lui donnes une audience broad, il ne va pas s'attaquer au hasard dans toute la France à lancer la cible un peu n'importe où en espérant que ça marche. Il va déjà savoir, bon, ben dans toute la population française, typiquement, les femmes ont plus de chances d'acheter. Bon, ben je vais plus me concentrer sur les femmes. Puis ça, ben, tel âge, tel intérêt, tel ci, tel ça. Puis ça, ces données-là que Facebook a, ben, plus tu es capable d'en avoir, plus son optimisation va être rapide puis efficace. Qu'utilises-tu pour créer tes tunnels? Il y a 1000 outils disponibles. Tu peux utiliser, dépendamment de tes besoins, il y a 1000 outils. Là. Je pense pas qu'il y a chaque outil a ses particularités. Ce n'est pas ma spécialité, mais ça, vas-y à ta guise. Là, il y a plein d'outils de disponibles. Guylaine, il faut. Oui, mais bon, Patrick qui répondait à Guylaine, il faut que ton compte ait un certain vécu. Exactement. Il faut de l'expérience sur ton compte. Facebook voit c'est qui achète, puis il peut mieux optimiser. Pierre-Yves qui dit bonjour, qu'entendez-vous par le Lookalike Stack? Je l'ai présenté dans les 10 règles juste avant. Je t'invite à aller regarder le replay qui va sortir demain. Mais donc oui, il y a Patrick qui dit toutes les empiler. Exact. C'est vraiment top ces structures. Ben, merci Guylaine, c'est super. Alright. Vraiment bien détaillé, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourra avoir les informations en version PDF après par email? Oui, mais ça va être 700 $. Non, c'est pas vrai. Oui, ça va être envoyé demain avec le replay. Dans le fond, c'est qu'on est aussi en train de travailler sur un article à côté qui résume aussi ça. Donc, tout va être là, ça va être écrit, vous allez pouvoir vous retrouver plus vite sans les réponses aux questions aussi. Merci à ceux qui disent merci. Patrick dit ça me conforte dans mon travail. Ben, c'est toujours cool aussi d'avoir quelqu'un pour challenger. Là, donc, c'est super que tu sois là aussi. Merci aussi à ceux qui s'en vont. Pour la structure de campagne Phonon, j'ai raté la slide. Ça va être dans le replay. Benoît qui dit question à part l'offre de deuxième avis, quelle façon vous facturez vos frais? Selon nos clients, on va avoir soit un forfait fixe ou un forfait qui est basé sur le pourcentage de la dépense. Toutes les informations sont sur notre site. Merci à ceux qui quittent. Patrick, est-ce qu'il y a un truc pour réduire le temps de formation, éviter que ça retombe en formation, tout ça? Plus tu donnes de budget, plus il y a de données, plus l'apprentissage se fait vite, mais ce n'est pas nécessairement un problème en soi. Je ne sais pas où déterminer les ciblages, j'ai encore à apprendre. Lâche pas Véronique, tu vas y arriver. Une étape à la fois, puis c'est bien parfait. Je te conseille de regarder peut-être une formation de publicité Facebook ou des vidéos YouTube comme comment créer les choses de base. Ça va vraiment te donner des bonnes premières bases. La différence entre une pub et un ensemble de pubs, Véronique, c'est qu'un ensemble de pubs, ça va être ta cible. Fait que, mettons, tu vas dire je veux cibler les parents.
Puis après ça, ben, dans cet ensemble-là, tu peux mettre plein de pubs. Tu peux faire une pub pour les parents qui ont un problème X, pour les parents qui ont un problème Y, plus pour les papas, plus pour les mamans. Tu peux faire plein de pubs comme ça, puis tu as un ensemble qui est un ciblage spécifique. Merci, excellent webinaire, merci beaucoup, merci. Pour l'offre de deuxième avis, elle est applicable aux jeunes entreprises dépensant moins de 2 000 par mois pour des campagnes. Si tu mets, je ne m'ostinerai pas pour 1800, mettons. Là. c'est pas, dans le fond, le but, c'est que si tu mets quelques centaines de dollars par mois, par exemple, ben, je te conseille d'appliquer ça, d'appliquer ce que j'ai présenté. Les conseils, je vais pouvoir pas trop t'en donner nécessairement dans l'appel parce que si tu mets quelques centaines de dollars ou quelques dizaines de dollars par mois en pub, ben, les conclusions qu'on peut en tirer sont beaucoup plus petites. Je te conseille d'appliquer les meilleures pratiques pour commencer. Merci tout le monde. Je vais attendre genre une autre minute, voir s'il y a d'autres questions. Mais comme je l'ai dit, replay demain. Article aussi qui va sortir bientôt, le petit PDF, tout ça. On va bien avoir plein d'infos. Elisabeth qui dit: j'ai remarqué que lorsqu'une publicité fonctionne bien et que j'augmente le budget au bout de quelques jours, elle me donne de moins bons résultats. Il y a plusieurs facteurs là-dedans. Tu as le facteur de fatigue. Si tu augmentes le budget et que ça fait juste le remontrer aux mêmes personnes, ben, tu l'as peut-être vécu toi aussi, Elisabeth, mais si tu fais juste voir la même pub 15 fois par jour, c'est tannant. Fait que ça, c'est de la fatigue publicitaire. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que juste en augmentant ton budget, en fait, ça se peut aussi que l'augmentation de budget n'ait pas rapport, que ce soit juste que tu avais des bons résultats au début puis que ça s'est stabilisé. Parce qu'au début, Facebook va chercher les gens moins chers, mais il finit par passer au travers de ces gens-là, donc ça peut être ça aussi. Ça dépend toujours. Benoît qui dit: avez-vous des clients dans le domaine des conférences et coaching croissance personnelle? Oui, c'est une partie de notre clientèle. On travaille avec infopreneurs, e-commerce, entreprises de services, SaaS aussi. Donc, on peut regarder. Dans le fond, le premier appel qu'on fait avec des clients potentiels pour voir si on peut travailler ensemble, c'est toujours de se dire, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on est la meilleure agence? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre à faire, plus intelligent? Puis si c'est le cas, on n'hésitera pas à référer. Là, il y a beaucoup de business qui viennent nous voir puis qui serait mieux de faire du SEO, du contenu. Puis on n'hésitera pas à vous le dire si on pense que la pub Facebook, Google, c'est pas nécessairement la bonne avenue selon où vous êtes rendu. Notre but, c'est donner les meilleurs résultats. Puis si on pense que c'est pas nous, ben, on va vous le dire. Ben, merci à tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin au webinaire. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter par email. Si vous êtes intéressé par l'offre du deuxième avis, la page s'en vient dès qu'on va quitter le webinaire. C'est super cool. Il y avait eu beaucoup d'intéressés pour le webinaire. Fait n'hésitez pas non plus si ça vous tente. Là. Demain, je vous envoie le replay. N'hésitez pas à me répondre avec votre avis. C'était-tu trop compliqué? C'était-tu trop vite? C'était-tu excellent? N'hésitez pas. Ah, il y a Tatiana qui dit: j'ai une question. Incroyable. Tatiana qui vient sauver notre dernière minute. Elle m'écrit. Bon, tant pis pour tout le monde. Tatiana a une question, mais elle va me l'écrire personnellement. Guylaine, réutilisez-vous des centres d'intérêt dans les pubs suivantes? Ouais. On peut reprendre les mêmes. Là, ça dépend toujours si c'est saturé ou pas, même si vous avez déjà testé dans la pub précédente. Ouais. On peut les réutiliser. C'est pour ça qu'on a des gros bassins, là, en fait. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que si je cible tous les parents, puis je mets une pub A puis une pub B, ça ne veut pas dire que la pub A et la pub B vont aller chercher exactement les mêmes personnes. Donc, chaque pub peut avoir son propre ciblage après ça. Tatiana qui l'a écrit. Finalement, tout le monde, on va l'avoir. Est-ce que vous nous aidez à faire des stratégies d'acquisition globale, brainstorming sur les meilleurs contenus à créer dans notre funnel organique? On n'est pas des stratèges marketing de façon générale. Donc, qu'est-ce que je devrais vendre comme produit, de quelle façon, quel contenu je devrais créer? C'est pas notre spécialité. Là où on va vraiment rentrer en jeu côté stratégie, c'est pour challenger. C'est comme donner notre avis une fois que c'est fait. Tatiana, tu dis je veux faire une promo, telle date, puis on va te dire t'as-tu pensé à ci, t'as-tu pensé à ça, etc. On va être le fun comme en deuxième avis. On ne sera pas les créateurs de ta stratégie marketing générale. D'ailleurs, je pense que niveau contenu, allez voir Tatiana. Puis,
En ce qui concerne stratégie pub, c'est là où on va rentrer vraiment concrètement. Donc, une business qui vient nous voir et qui dit OK, check, je veux plus de clients, mais je devrais-tu faire de la génération de leads? Je devrais-tu vendre directement sur Facebook? Je devrais-tu faire un peu des deux? Je devrais-tu plus faire du Google? C'est là où est-ce qu'on embarque. Quel budget mettre? À quelle place? De quelle façon? Est-ce que je devrais promouvoir mon contenu sur Facebook ou pas du tout? Ou est-ce que LinkedIn, ce serait mieux? C'est là où vraiment notre réflexion embarque. C'est là qu'on va vraiment amener les meilleurs résultats. Donc, there you go. Ben voilà. Merci à ceux qui sont encore là ou qui écoutent le replay jusqu'au bout, qui l'ont peut-être écouté en x2. À votre place, j'aurais fait ça. Donc, je vais enlever l'écran. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas par email ou sur notre messenger d'entreprise. Et ben, je vais vous souhaiter un super bon dîner. Puis là, je vais essayer de trouver où est-ce que je ferme. Ah, c'est ici. Non, c'est pas là. J'arrive. All right. Fin du webinaire. Peu Facebook, Pinterest. Facebook, oui, Pinterest, on peut tester. C'est pas notre spécialité, mais on fait des tests parfois. Bye bye, bon dîner, bonne fin de journée. Salut. Fin du webinaire. Bye bye. Ah non, j'ai 10 secondes. Si vous avez 10 secondes pour une question. Et non. Bon, salut, bon dîner. Ça vous envoie sur la page.